Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce spécial webinaire guest. Nous recevons ce soir le professeur Henri Joyeux. Il va aborder le thème sur comment s'alimenter quand on est fatigué pour retrouver sa vitalité au plus vite. Qu'est-ce qu'une mauvaise habitude alimentaire? Quelles sont les conséquences sur notre organisme de ces mauvaises habitudes alimentaires? Et enfin, pourquoi nos défenses immunitaires réduisent avec la fatigue? Vous êtes très nombreux ce soir. Nous avons eu un souci technique parce qu'on a dépassé les 10 000 personnes inscrites. Je vous remercie d'être parmi nous pour cette conférence avec mon illustre invité, professeur Joyeux. Il nous fait également l'honneur d'être sur notre croisière qui aura lieu en février 2016. Il interviendra et animera des conférences chaque matin spécialement concoctées pour l'occasion sur le thème du bien manger, voyage vers la santé, sujet auquel je suis particulièrement sensible. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont Changer d'alimentation, un livre qui ne quitte plus mon sac, que je vous recommande vivement et pour lequel on pourrait faire des dizaines de webinaires tellement c'est riche en informations. Bonsoir, professeur Joyeux. Bonsoir, madame. Magnifique le thème que vous avez choisi, voyage vers la santé. Merci, professeur. C'est un immense honneur, bonheur et un grand privilège de vous recevoir ce soir. Merci à vous et bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Absolument. Je suis à la maison, dans mon bureau, et c'est très agréable de pouvoir rester chez soi et en même temps d'être efficace pour les autres. Absolument. Alors, professeur, comment s'alimenter quand on est fatigué? Vous savez, un chirurgien connaît bien ce problème parce que les patients, au sortir des interventions chirurgicales, eh bien, sont toujours dans un état de santé qui est moyen. C'est-à-dire qu'il faut retrouver ses habitudes alimentaires, mais il faut essayer de retrouver les bonnes et pas les mauvaises. Et donc, c'est un moment tout à fait particulier que l'on peut généraliser à toute personne qui est fatiguée et qui a des problèmes, si vous voulez, de fatigue générale, avec peut-être des points plus précis qui peuvent concerner le sommeil, qui ne va pas bien, également dans la journée, une impossibilité de faire tout ce que l'on a à faire, à réfléchir, à penser, à décider. Bon, donc, première des choses, ne pas oublier d'avoir une bonne hydratation. Ça, c'est très important, surtout pour les personnes âgées, parce que les gens disent je n'ai pas soif, donc parce que je n'ai pas soif, je ne bois pas. Et là, c'est un cercle vicieux, donc ça veut dire 3 grands bols de tisane devant soi. Et le matin, je mettrai volontiers du thym, du thé, du romarin, un peu en fonction des goûts des uns et des autres. Il ne s'agit pas d'imposer l'un ou l'autre, ou bien même, par exemple, et ça étonne quand je dis que je prends souvent du chocolat. Alors on me dit, ah, mais vous mettez du lait dedans? Non, je prends du chocolat avec tout simplement de l'eau. Et si c'est un peu amer, évidemment, il est bio, il est fort concentré en cacao. Et si c'est un peu amer, eh bien, j'ajoute une petite cuillerée de miel. Mais lorsque le chocolat chaud a réduit, si vous voulez, sa température pour ne pas abîmer, évidemment, les bonnes qualités du miel que je vais ajouter. Mais ensuite, dans la mesure où j'ai quand même assez de force pour mettre dans mon palais des saveurs et mastiquer ce que je vais consommer, je vais mettre en priorité des fruits frais, de saison, pas des compotes, pas des choses qui sont trop cuites, des fruits frais de saison, si possible de proximité, je dirais même issus de l'agriculture biologique. Parce que j'ai confiance dans l'agriculture biologique de proximité. Je ne dis pas que j'ai confiance dans l'agriculture biologique qui arrive de Chine ou bien des pommes qui arrivent de Pologne. Je préfère les pommes de ma propre région. Et si je suis en Languedoc-Roussillon, je vais choisir au plus près de chez moi. Et si je suis là-bas dans le nord, je choisirai au plus près de chez moi dans le nord. Alors, les fruits, c'est combien? Souvent, les gens demandent. C'est minimum 2. Donc, des fruits que je vais longuement mastiquer. Ça veut dire que je vais extraire du fruit les qualités nutritionnelles. D'abord, le fructose. N'oublions pas que le fructose, le sucre du fruit, c'est le meilleur sucre pour mon cerveau. C'est le meilleur sucre pour prendre les bonnes décisions. C'est le meilleur sucre pour décider ce qu'il y a à faire parce que quand ce fructose arrive dans mon estomac, il va être absorbé au fur et à mesure des besoins de mes neurones.
voyez, ça c'est extrêmement intéressant. Donc ça veut dire qu'au petit déjeuner, nous sommes là au petit déjeuner, je vais mettre ces fruits frais de saison. Nous avons parlé de la boisson, et puis je vais mettre un œuf à la coque. Alors on me dit, attention, vous allez faire monter le taux du cholestérol. Vous allez faire monter le mauvais cholestérol, il va falloir dissocier le mauvais du bon. Non, tout ça, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui ont monté, si vous voulez, un véritable stratagème pour prescrire ce qu'on appelle des statines. Et à l'heure actuelle, j'ai l'un de mes collègues, un excellent collègue à Grenoble, Michel Delorgeril, qui a fait des émissions absolument remarquables sur le sujet, qui est un expert dans le domaine, et qui vous dira qu'il n'y a pas de mauvais cholestérol, il peut y en avoir pas assez ou trop. Alors, ce qu'on a dit sur le cholestérol est bon à savoir parce qu'on vous dit qu'il ne faut pas avoir plus de 2 grammes. Donc, si vous avez 2 grammes 10, 2 grammes 20, attention, il faut prendre des statines. Tout ça, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui l'ont monté, qui exploitent la situation. Vous pouvez monter votre taux de cholestérol jusqu'à 3 grammes, ne le dépassez pas, mais sachez que l'idéal, c'est autour de 2,50 parce que votre cerveau en a besoin. Et que comme vous êtes fatigué, eh bien, votre cerveau a besoin de recevoir justement des bonnes graisses, c'est-à-dire à la fois du cholestérol, qui va vous permettre de reconstruire vos hormones sexuelles, testostérone pour l'homme et estrogène et progestérone pour la femme, et également les corticoïdes qui sont des hormones naturelles pour lutter contre le stress. Parce que quand on est fatigué, on est un peu stressé. On se dit, est-ce que je vais remonter la pente? Est-ce que je vais rester anémique? Etc. Bon, donc, il y a là, si vous voulez, des conseils qui sont simples. Et l'œuf à la coque, pourquoi à la coque? Parce que si c'est un œuf dur, vous allez abîmer le jaune d'œuf. Vous allez abîmer ce bon cholestérol. Et le blanc de l'œuf, à peine pris, est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est de l'albumine qui va vous permettre de garder l'eau dont vous avez besoin. Car vous avez des personnes qui boivent énormément et ils urinent tout ce qu'ils boivent. Mais à ce moment-là, ils ne gardent pas suffisamment d'eau et ils se déshydratent. Or, ce qui nous permet de garder l'eau, c'est effectivement d'avoir suffisamment de protéines. Et le blanc de l'œuf que je vais prendre au petit déjeuner, voilà quelque chose d'extrêmement utile que j'associerai ensuite quand arrivera le repas du midi à des protéines animales et j'irai en priorité vers les poissons et fruits de mer. Vous voyez, il y avait une habitude alimentaire en France, religieuse d'origine, qui disait qu'il fallait prendre le poisson le vendredi. Eh bien, c'est une habitude qu'il faut élargir, pas pour des raisons religieuses, pour des raisons de santé publique. Et le problème, c'est qu'on va vous dire, oui, mais attention, le poisson, quand vous allez en consommer, oui, il y a des oméga 3, mais il y a également des métaux lourds, il y a les pesticides, les insecticides, etc., qui sont rejetés par les effluents des villes et par tous ces tankers qui sont sur nos mers et sur nos océans. Alors, c'est très vrai, cela est vrai, mais si vous faites cuire correctement votre poisson, vous allez le faire transpirer. Ça s'appelle la cuisson à la vapeur douce. Et cette cuisson à la vapeur douce va faire que les mauvaises graisses, vous allez les retrouver au fond de votre cuit-vapeur. Vous allez garder les bonnes, c'est-à-dire les oméga 3, qui sont extrêmement utiles pour la mémoire, pour le cerveau, pour le fonctionnement cérébral. Et vous allez éliminer tous ces métaux lourds, tous ces pesticides qui sont, on dit en termes scientifiques, lipophiles. C'est-à-dire qu'ils aiment le gras. Donc, ils sont liés à ce mauvais gras. Et quand vous faites cuire à la vapeur douce, eh bien, tout simplement, vous voyez que ces choses vont tomber au fond du cuit-vapeur. Et si vous sentez l'eau de ce cuit-vapeur qui était propre au départ, vous verrez que cette eau ne sent pas bon parce que justement, des produits toxiques sont retombés là-dedans et vous n'allez pas en faire de la soupe, vous n'allez même pas la mettre dans vos plantes, vous la ferez partir et vous la ferez éliminer. Donc, si vous voulez, quand il y a un état de fatigue comme cela important, vous voyez, il y a le petit déjeuner. Vous avez remarqué que je n'ai pas tellement parlé du pain. Pourquoi? Parce que on voit aujourd'hui beaucoup de problèmes avec le pain qui sont en réalité des problèmes liés au gluten. Je ne suis pas défavorable au pain. Je sais où trouver le bon pain, puisqu'il n'est pas très loin de ma propre région, en Languedoc-Roussillon, à Cucugnan. Cucugnan est un village absolument magnifique qui est à la frontière entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude, là-bas, chez les anciens cathares, si vous voulez. Mais vous avez là-bas un boulanger exceptionnel
qui est devenu un ami. Je prépare un livre avec lui qui va s'appeler d'ailleurs Le pain et le chirurgien. Et figurez-vous que ce boulanger, il est la trinité en trois personnes, en une personne. C'est-à-dire, il est un paysan qui fait pousser les semences anciennes de blé. Deuxièmement, il a un moulin à meule de pierre. Vous avez une farine absolument extraordinaire au niveau de l'odeur. Nous allons y venir, c'est très important, le problème de l'odeur, comme le problème du goût. Et enfin, il a un four à chaleur tombante qui permet de faire un pain absolument fabuleux. Quand vous l'avez dans votre palais des saveurs, vous ne voulez pas le quitter. Je veux dire par là, vous ne l'avalez pas à toute vitesse, comme on fait en général pour un pain qui n'a pas de véritable goût. Car le goût et l'odorat, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que même des collègues éminents l'ont oublié. Les étudiants en médecine apprennent la première année de médecine, quand il y a un concours difficile à passer. Et puis, quand il faut retenir ça, ils l'ont oublié la deuxième année ou la troisième année. Nous refaisons les papilles de notre langue tous les 10 jours. Nous refaisons notre odorat tous les 3 mois. Et quels sont les premiers signes de ces grandes fatigues qui vous amènent vers l'Alzheimer et vers le Parkinson pour des personnes âgées, et parfois pour des personnes assez jeunes? C'est justement la réduction progressive du goût et de l'odorat, parce que nous mangeons mal, parce que dans notre palais des saveurs, nous ne maintenons pas l'aliment pour le goûter vraiment, pour en retenir tous les arômes, à la fois au niveau de nos papilles linguales, refaites tous les 10 jours, et de notre odorat qui est refait tous les 3 mois. Et ça, c'est très important à faire passer, vous voyez, dans les maisons de retraite. Et parfois, ce sont mes petits-enfants qui comprennent cela très bien et qui vont le faire passer quand ma petite fille me dit, quand je lui apprends quelque chose, tu sais, Papyri, elle m'appelle Papyri, j'ai rentré ça dans mon hippocampe. J'ai rentré cette information dans mon hippocampe, c'est-à-dire dans la zone de la mémoire de notre corps, qui est absolument fondamentale pour, évidemment, retenir des choses qui sont utiles pour notre santé. Alors, je reviens un petit peu sur la personne fatiguée. Autrefois, on vous disait, il faut prendre un steak tous les jours. Il faut prendre de la viande rouge parce qu'il y a du fer héminique que vous absorberez mieux. Ce n'est pas totalement faux, mais c'est un peu excessif. Vous avez entendu comme moi la semaine dernière l'Organisation mondiale de la santé qui a un peu terrorisé la planète entière en disant attention, 50 grammes de viande et ça y est, vous avez X% de plus de cancer du côlon et du rectum. C'est abusif de dire cela. C'est abusif parce que ce qui est dangereux, ce sont les excès. Évidemment, si vous prenez tous les jours un steak de 100 ou 150 grammes, vous avez tort parce que vous prenez trop de fer, parce que vous prenez trop d'acides gras saturés. Et ces acides gras saturés sont des mauvais acides gras par rapport aux acides gras polyinsaturés qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, dans les poissons et dans les fruits de mer. Donc, viande rouge, oui, pas de problème, parce que vous avez du fer héminique et que ce fer, il est indispensable, lié à la protéine, pour aller se fixer sur le globule rouge, pour stimuler la formation des globules rouges par notre moelle osseuse. Parce que quand on est fatigué, parfois, on est anémique. Alors, on appelle cela, tout à l'heure, j'étais en conférence, je voyais une dame qui me dit, docteur, j'ai une anémie réfractaire. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Elle me dit, je n'en sais rien. Et vous ne l'avez pas demandé à votre médecin? Il faut lui demander, il va vous expliquer. Une anémie réfractaire, c'est une anémie qui, semble-t-il, quand vous donnez le traitement pour la faire réduire, c'est-à-dire pour augmenter le nombre des globules rouges, vous n'y arrivez pas. Alors, ça veut dire que peut-être qu'il y a une petite hémorragie. Une petite hémorragie qui peut être au niveau de l'estomac. Il faut faire une gastroscopie, vérifier qu'il n'y ait pas un ulcère, quelque chose qui saigne. Ou bien au niveau du côlon et du rectum, s'il n'y a rien au niveau de l'estomac. Vous voyez? Donc, il faut faire très attention à ces diagnostics qui peuvent être portés chez des personnes qui sont fatiguées. À la suite d'une opération, c'est normal, mais on va remonter la pente. Alors, il y a quelque chose là que je vous réserve, qui est un de mes petits secrets et qui ne coûte pas grand-chose, c'est les produits de la ruche. Ah, ces produits de la ruche, ils sont magnifiques. Vous savez, les apiculteurs, je considère que ce sont des apithérapeutes. Ce sont des spécialistes de notre santé grâce aux abeilles. Souvenez-vous que, peut-être c'est Einstein qui l'a dit ou un autre, mais on dit que c'est Einstein, il a dit, lorsqu'il n'y aura plus d'abeilles,
il restera à peu près 4 ans à l'humanité. C'est un peu excessif. Bon, mais c'est une image, c'est un peu symbolique. Ça veut dire simplement que les abeilles, elles sont absolument fondamentales pour que nous ayons une bonne pollinisation. Je rappelle que c'est grâce à elles que nous avons une pollinisation qui va jusqu'à 75%, parfois plus, pour avoir des bons fruits, etc. Et on ne va pas faire le boulot des abeilles avec un ouvrier ou avec je ne sais quel système informatique. Donc, c'est vraiment une création divine, absolument extraordinaire. Et vous avez, j'aime beaucoup lire certains passages qui sont ce que j'appelle les sourates du Coran sur les abeilles. Elles sont extraordinaires et d'une justesse extraordinaire. Alors, en plus du miel que vous donnent les abeilles, vous avez la propolis, vous avez la gelée royale. Voilà la clé. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense qu'il faut unir le miel, la propolis qui a des effets stimulant l'immunité, nous allons y venir, et associer la gelée royale. Quand vous stimulez avec ces 3 éléments, vous allez stimuler l'anémie, vous allez faire remonter les globules rouges, vous allez aider l'immunité qui était un peu faiblarde du fait de l'intervention ou du fait de la fatigue générale, et avec le miel, vous apportez non seulement du sucre, mais des vitamines. Dans le miel, il y a de la vitamine C. Les abeilles fabriquent de la vitamine C. Dans le miel, il y a des vitamines du groupe B indispensables pour nos neurones. Et puis, vous avez du bon sucre, vous avez du fructose. Alors, 2 miels particuliers que je vous recommande, c'est acacia et châtaignier. Alors, évidemment, vous avez des gens qui vous disent, mais docteur, je suis diabétique, je ne peux pas consommer du miel, mon médecin me l'interdit. Alors, votre médecin, il a raison pour les autres miels que pour les 2 que je viens de citer. C'est-à-dire, évidemment, que le diabétique, il ne va pas prendre le miel à la louche, mais il va prendre sa petite cuillerée à café, sa cuillerée qu'il va poser sur sa tartine, plutôt que d'y mettre du beurre avec des acides gras qui ne sont pas bons pour sa santé et qui sont en plus difficiles à digérer. Un autre secret qui est méditerranéen, c'est l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, vous savez, il y a quelque chose de formidable, c'est de pouvoir mettre l'huile d'olive dans une cupule le soir, vous la mettez ensuite au congélateur. Le matin, elle est évidemment frigorifiée, si vous voulez, congelée. Avec le couteau, vous allez gratter cette huile d'olive, et comme si vous faisiez avec du beurre, vous allez le mettre sur la tartine. Si la tartine est évidemment passée au grill, méfiez-vous de ne pas salir votre pantalon parce que ça va couler facilement. Mais vous remarquerez une chose, il faut faire l'expérience, c'est que si vous mettez de l'huile d'olive sur la tartine, comparativement au beurre, eh bien vous digérerez beaucoup mieux qu'avec le beurre sur la tartine. Voyez? Alors, on vous dit il faut absolument prendre du beurre. Non, ce n'est pas obligatoire. Je ne suis pas absolument contre le beurre. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à en mettre beaucoup. Alors que d'huile d'olive, comme c'est assez liquide, vous n'en mettrez pas beaucoup et vous aurez le goût. Et la meilleure huile d'olive, alors la totale des totales, figurez-vous qu'elle n'est pas loin de l'Atlas. Je suis allé la voir dans des oliveraies où les oliviers cherchent par leurs racines entre la caillasse et prennent sur la tête 2 mois de soleil jusqu'à 50-54 degrés. Ce qui fait que quand l'olivier souffre, c'est un peu comme un humain, il est obligé de donner le meilleur de lui-même. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner des polyphénols qui sont des antioxydants, anti-vieillissement, anti-cancer. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va vous enlever une tumeur du côlon, de l'estomac, du rectum ou d'ailleurs, mais qui va vous permettre d'éviter la récidive. Voyez? Et là-dedans, ces polyphénols sont au nombre de 2. L'un s'appelle l'hydroxytyrosol et l'autre le tyrosol. Et il y a en même temps, je prépare une lettre là-dessus, un produit qu'on appelle l'oléocanthal. Oléo, c'est l'huile. Et cet oléocanthal a des vertus extraordinaires, justement pour éviter, dans le cadre de la prévention des cancers ou dans le cadre des risques de récidive qu'il faut absolument éviter. Mais j'ai l'impression que je vous parle trop et que vous ne me posez plus de questions, madame. Non, non, pas du tout, professeur. Vous écoutez pendant des heures et des heures. La deuxième question, effectivement, ça serait quelles sont les conséquences sur notre organisme de ces mauvaises habitudes alimentaires? Alors, évidemment, elles sont importantes et c'est ce qui permet, je dirais, de remplir les hôpitaux. Parce qu'il n'est quand même pas normal qu'en 2015, nous soyons arrivés à un moment de notre civilisation
où nous n'avons pas assez de personnel pour soigner les patients dans les centres anticancéreux, pas assez d'infirmières, de chirurgiens, etc., de tout le personnel qui soigne dans un centre anticancéreux. Et si je regarde le centre dans lequel je travaille, nous avons multiplié par 4 le personnel, nous n'en avons jamais assez, et nous n'avons pas multiplié par 4 la population française, la population même dans notre propre région. Or, en plus des cancers que nous voyons, nous avons énormément de ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Vous voyez, auto-immunes. Et on sait aujourd'hui que les mauvaises habitudes alimentaires, nous les retrouvons dans pratiquement un cas sur 2 de cancer. Alors vous allez me dire, mais une femme qui fait un cancer du col de l'utérus, c'est le papillomavirus. Bravo, vous avez raison. Mais elle aura d'autant plus le papillomavirus qui va s'accrocher au niveau du col de l'utérus, créer une inflammation et peut-être de là un cancer, que l'immunité de cette femme n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'elle a des habitudes alimentaires qui perturbent son immunité. Et donc, il me paraît important d'expliquer au plus grand nombre, à tous ceux qui nous écoutent, combien ce système immunitaire est important à comprendre. Parce que si je comprends comment fonctionne ma voiture, je fais attention de la conduire comme il faut. Et si je comprends comment fonctionne mon système immunitaire, eh bien, je vais faire attention à le stimuler dans le bon sens, à avoir un système immunitaire qui correspond à mes propres défenses. Vous savez que quand on parle de l'immunité, souvent, on se moque de l'immunité d'un homme politique ou d'une femme politique, en disant oui, ça leur permet de faire n'importe quoi. Mais laissons ça de côté. Parlons plutôt de l'immunité, la nôtre, celle de chacun d'entre nous, qui est absolument vitale pour éviter de tomber malade. Et effectivement, comme vous l'avez suggéré, c'est cette nutrition, quand elle est mal menée, quand elle est mal, je dirais, choisie, ça c'est un point important, le choix des aliments, le choix de la préparation, le choix ensuite des heures auxquelles on va le consommer, parce que le soir, vous ne devez pas manger comme le matin. Votre repas de midi n'est pas un petit déjeuner et votre petit déjeuner n'est pas un repas de midi. Quand je vois mes collègues américains qui, à l'heure de 13 heures, entre midi et demi et 2 heures, mangent des sandwichs comme ils le font, mais c'est l'horreur absolue. Et c'est pour cette raison qu'ils ont tant de pathologies, y compris chez les médecins. Il n'y a jamais eu autant de médecins diabétiques ou obèses ou cancéreux aux États-Unis. Ben, tout simplement, il faut leur apprendre à manger méditerranéen. Alors, méditerranéen, même si on est à Lille, au Luxembourg ou en Belgique, on le peut. Il y a tout ce qu'il faut pour manger avec de bonnes habitudes. Alors, ces mauvaises habitudes, comment agissent-elles négativement? C'est important de bien le comprendre. Si vous prenez des acides gras saturés, des viandes rouges en excès, avec de la charcuterie associée, eh bien, vous allez surcharger. Vous allez surcharger votre système immunitaire dans le mauvais sens en faisant que, au lieu de fabriquer suffisamment de globules rouges, vous allez en détruire. Au lieu de fabriquer suffisamment de plaquettes dont nous avons besoin dans notre circulation, vous allez en détruire. Vous allez réduire aussi le taux de vos globules blancs ou les faire augmenter de façon excessive. Vous voyez, soit c'est trop de globules blancs, et c'est une infection. Quand vous avez une appendicite, eh bien, on vous fait une prise de sang pour rechercher un taux de globules blancs, normalement à 7000 par millimètre cube, vous passez à 12, 15 000. C'est trop. Bon. Si par contre, vous avez un taux de globules blancs qui chute, c'est que peut-être vous suivez une chimiothérapie, laquelle chimiothérapie est un médicament antimitotique, médicament souvent au pluriel. Antimitotique, ça veut dire que cela empêche la mitose. La mitose, c'est la multiplication de la cellule. Quand une cellule mère fait 2 cellules filles. Bon, alors si vous donnez un antimitotique, la cellule mère, elle ne va pas donner de cellules filles. Elle meurt. Elle meurt trop tôt et votre taux de globules blancs chute. Sachez que les globules blancs, nous les refaisons tous les 7 jours. Tous les 7 jours. Or, quand quelqu'un est en chimiothérapie, qu'est-ce qui se passe? Il a un taux de globules blancs qui chute tellement qu'on a vraiment peur qu'il y ait une infection, un staphylocoque, un colibacille, un entérocoque. Nous avons tous des germes dans notre tube digestif.
C'est pour ça que l'on parle du microbiote intestinal. Microbiote intestinal, ça veut dire des microbes qui sont dans mon intestin et qui sont en colonies, si vous voulez. Mais ces colonies, il faut qu'elles soient en équilibre. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que je leur apporte des produits pour qu'elles se développent en déséquilibre. Si vous donnez trop de sucre, eh bien, les colonies de colibacilles vont se régaler. Elles vont faire des petits. Ça va faire du gaz, ça va faire de mauvaise digestion par en haut, une mauvaise absorption par en bas au niveau du tube digestif. Donc, vous voyez, il y a une relation entre mon alimentation et ce que je dis concernant le microbiote intestinal, c'est-à-dire ce qui se passe dans mon tube digestif. Notre surface d'absorption digestive, elle est équivalente, si je l'étalais, à un terrain de handball. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez vaste que nous avons dans le ventre, avec ce qu'on appelle des villosités, un petit peu comme des vagues. Il y a des petites, des grandes, des toutes petites, des microscopiques. Et le rôle de notre intestin est absolument vital. Il doit sélectionner, il doit garder ce qui est bon pour le laisser passer vers le foie et vers le reste de notre organisme, et il doit au contraire empêcher le passage d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas bons. Alors, qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Déjà, le danger, c'est d'avoir ce qu'on appelle de la porosité. La porosité intestinale. Vous savez, quand vous avez un imperméable qui est poreux, ça veut dire que quand il pleut, vous allez vous mouiller, vous n'êtes pas content. Eh bien, quand vous avez un intestin qui est poreux, ça veut dire que entre les cellules intestinales qui sont collées les unes aux autres, eh bien, il va y avoir un décollement de ces cellules, un peu comme si ma main est une cellule et mon autre main en est une aussi, et ça se décolle, et en se décollant, il va y avoir une jonction qui se dessert, et va passer ou vont passer des molécules qui ne sont pas bonnes. Trop de calcium. Alors, ça va faire coxarthrose, gonarthrose, ça va aller vers les microcalcifications du sein. Alors, vous savez, j'ai des collègues qui disent, mais non, mais les microcalcifications du sein, c'est des cellules au niveau du sein qui se disputent entre elles et qui vont finir par faire du calcium. C'est pas faux. Mais il y a aussi l'excès de calcium que nous consommons et qui passe la barrière intestinale. N'oubliez pas que dans les produits laitiers issus de la vache et qui sont normalement destinés à son petit qui s'appelle le veau, eh bien, on ne le donne pas au veau, on nous le donne à nous les humains. Et comme nous avons souvent de la porosité intestinale qui est liée au problème du gluten, de l'allergie ou de l'intolérance au gluten, eh bien, à ce moment-là, vous avez le calcium qui passe en excès et qui va aller se stocker qui chez la prostate de l'homme, qui au niveau du sein, qui au niveau des tendons, des articulations. J'ai mal, j'ai des troubles et de l'inflammation locale associée à une alimentation beaucoup trop animale et pas assez végétale. Alors, vous voyez, j'ai pris avec moi une mandarine, j'ai pris avec moi une pomme. Là, nous rentrons dans le végétal. Je ne suis pas un spécialiste ou en accord avec ce qu'on appelle aux États-Unis les vegans. Les vegans, ce sont des talibans du végétal. Ils sont excessifs. Et d'ailleurs, pendant la première année où on est végétalien, ça va pas trop mal. C'est pour ça qu'on voit des personnes qui vous disent, mais docteur, je suis végétalienne, surtout les femmes, et je vais très bien. Oui, d'accord. Pendant une année, vous avez des réserves. Mais à la deuxième année, ça va commencer à chuter. Les réserves de votre foie vont baisser. Les vitamines vont commencer à être en problème. Vous allez fabriquer beaucoup moins de vitamine D, même si vous prenez le soleil. Vous allez avoir moins de vitamine A, de vitamine C, moins de sucre. Donc, il faut avoir une orientation végétarienne. Ça ne veut pas dire être un exclusif du végétal, ça veut dire plus de végétal, car notre société consomme trop de produits animaux. Viande rouge, nous l'avons dit. Produits laitiers, nous l'avons dit, le beurre, le yaourt, le fromage, le lait, les crèmes glacées. Et c'est pour cette raison que je dis avec un petit peu d'humour, mais aussi avec sérieux, que le yaourt, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, le yaourt, il est liquide. C'est-à-dire que vous ne le prenez même plus à la cuillère. Le gosse le boit, et il en prend un, puis il en prend deux, puis il en prend trois. Une maman me disait, ma petite, elle gobe 4 yaourts par jour. Bien, moi, le yaourt, je vais vous dire quand est-ce que je le prescris. Alors, ça va étonner ceux qui nous écoutent, mais ils en prendront ce qu'ils voudront. Moi, je le prendrai, le yaourt, la veille du départ dans l'au-delà.
Pourquoi? Parce que ça sera un bon cadeau, parce que ça sera avec beaucoup de goût. Je les aime beaucoup à la fraise, vous voyez. Bon, donc, est-ce que vous mastiquez le yaourt? Réponse non. Ça veut dire que vous ne faites pas venir dans votre palais des saveurs cette salive si importante qui est fabriquée par nos glandes salivaires et qui sont capables, si vous mastiquez bien les aliments, de fabriquer jusqu'à à peu près 1 litre à 1,5 litre de salive, plutôt même 1,5 litre, qui vous apporte des enzymes pour digérer, puisque la digestion commence ici dans le palais des saveurs, et que c'est votre palais des saveurs qui vous dit que la pomme est bonne, que la mandarine est bonne, c'est pas votre estomac qui le dit, c'est pas votre intestin qui le dit, c'est votre palais des saveurs. Or, nous sommes dans une société où on mange mal parce qu'on mange trop vite, et cette capacité, si vous voulez, de notre organisme à être en bonne santé, ce capital santé que nous avons, eh bien, si on nous l'explique bien, on va changer nos habitudes alimentaires. C'est pour ça que le bouquin qui a ce titre très simple, Changer d'alimentation, a du succès. Pourquoi? Parce que j'explique d'une manière saine et je ne vous dis pas d'aller peser au microgramme ou au milligramme, voyez, les aliments que vous allez consommer. Ayez une orientation végétale. Faites plaisir à votre palais des saveurs. Ayez une bonne hydratation. N'oubliez pas de varier. Voyez, je prends du café, mais au petit déjeuner, il m'arrive de prendre du thé, du thym, du romarin, du chocolat. Je varie. Et en variant, eh bien, je fais travailler mes papilles. N'oublions pas que si nous les faisons tous les 10 jours, nous avons des papilles qui ont des formes de petits filaments, voyez, d'autres de feuilles, d'autres de petites couronnes, d'autres de petits champignons. Tout ça est absolument génial. C'est tellement génial, notre corps, que si nous étions conscients, mais vraiment conscients de son fonctionnement, de son organisation, je pense que nous serions en état de contemplation devant nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a heureusement toujours des choses à chercher, des choses à trouver, et que je suis un véritable passionné par ce que j'appelle l'anthropologique, anthropo petit trait logique, parce que à partir de la maladie, à partir de tous ces comportements de santé que nous avons qui vont contre notre santé, eh bien, on est en pleine anthropo-illogisme, et cet illogisme permet de comprendre ce qui est bon et ce qui est vraiment logique pour notre santé. Justement, docteur, à quoi attribuez-vous l'engouement pour le changement d'alimentation, pour le bien manger? Vous avez raison, c'est une question qui m'a beaucoup étonné parce que je donne des conférences depuis à peu près les années 80 et au début, c'était ce que j'appelais en France les moustachus du Larzac. Voilà, c'était des écolos assez passionnés, mais ils venaient tout seuls. Et puis progressivement, j'ai vu arriver l'épouse, le mari, j'ai vu arriver toutes les générations. Eh bien, je crois que le grand public, à partir des excès de la médecine, vous avez vu ce qui s'est passé avec le laboratoire Servier, ce qui se passe aujourd'hui avec les excès des vaccins, ce qui se passe avec un certain nombre de produits comme les statines et les abus de prescription, eh bien, les gens sont plus méfiants. Mais en même temps qu'ils sont méfiants, ils cherchent la confiance. Ils cherchent à qui je peux faire confiance. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ils ont compris qu'il y a une relation étroite entre ce que nous mettons dans notre organisme, si vous voulez, dans le moteur de notre organisme, c'est-à-dire à la fois le cerveau et tout le tube digestif dont j'ai parlé. Ils ont compris qu'il y a une relation. Ils ont même compris qu'il y a une relation, si vous voulez, entre, par exemple, la déprime et l'alimentation. Il y a des démonstrations passionnantes entre le changement des habitudes alimentaires chez des gens atteints de schizophrénie. On les voit s'améliorer. Je ne dis pas guérison, mais je dis amélioration. On a des enfants, par exemple, qui ont de véritables pathologies d'excitation. Ils ont des pathologies telles qu'ils n'écoutent pas à l'école, qu'on veut leur donner un produit pourri, hyper dangereux, qui s'appelle la Ritaline. Très peu d'enfants en ont besoin. Mais ces enfants, quand vous étudiez leur alimentation, ils sont aux bonbons, ils sont au lactose par une consommation excessive de produits laitiers et en même temps, ils ne mangent pas de fruits. Ils ne mangent pas de fruits frais de saison. Ils disent c'est pas bon.
Bon, alors une maman, par exemple, récemment, me disait, moi, ma petite, elle ne veut pas manger des fruits. J'ai dit, écoutez, madame, vous allez préparer deux belles assiettes à la maison. Et sur chaque assiette, vous allez dessiner un visage avec des grains de raisin ou des cerises en fonction des saisons qui font les yeux. La moustache, ça sera une demi-banane, les pommettes avec la pomme, etc. Bon, vous préparez ces deux assiettes et vous savez que votre petite n'aime pas les fruits. Bon, très bien. Et vous lui montrez quand vous préparez ça, elle va être intéressée, elle a 4 ans, 5 ans, 6 ans, très bien. Et puis vous avez un beau citron à côté de vous et vous allez lui dire, tu vois ma chérie, l'assiette de droite, je vais presser le citron dessus et sur l'autre, je ne presse pas le citron. Et elle va vous demander pourquoi. Elle vous dirait, demain, tu vas comprendre. Alors vous lui proposez de manger les fruits, elle vous dit, non, j'aime pas. Très bien ma chérie, tu as un verre d'eau et tu vas au lit. Ah bon? On me dit, mais vous êtes bien dur. Non, non, je ne suis pas dur. Ce n'est pas l'enfant qui dit à son parent ce qu'il faut manger. C'est le parent qui dit à l'enfant ce qu'il faut manger. Il ne faut pas inverser les rôles. Hein. C'est le père et la mère qui savent, surtout la mère, qui savent ce qui est bon pour l'enfant. C'est pas l'enfant dit je n'aime pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, donc, l'enfant ne veut pas, il va avec un verre d'eau, il n'est pas puni, non, il ne veut pas, il est très bien, il a son verre d'eau, il va au dodo. Le lendemain matin, vous sortez les deux assiettes. Et que voit l'enfant? Il voit qu'il y a une assiette où il y a des fruits qui sont gris. Et l'autre où il y a eu le citron sont pas gris. Alors, on lui explique tout simplement le phénomène de l'oxydation. On ne va pas lui donner le mot. Mais voyez, tu vois, là, les pommes, les bananes, etc., elles ont vieilli, alors que de l'autre côté, parce que j'ai mis du citron, j'ai ajouté de la vitamine C. Et la vitamine C du citron, c'est une vitamine, et la vitamine, c'est pour avoir bonne mine, mon petit. Alors, tu vas comprendre comment, avec cette vitamine C, tu vas pouvoir consommer ce fruit. Elle n'en veut pas. Très bien. Elle a toujours un verre d'eau. Ça ne va pas durer 4 jours, vous comprenez? Et vous continuerez à ajouter du citron sur votre assiette. Et ensuite, elle va raconter ça à sa maîtresse. Elle va raconter ça à ses camarades à l'école. Et elle va diffuser cette information. Vous voyez, je pense, j'ai une grande confiance dans les enfants. Ils sont beaucoup plus intelligents qu'on ne croit, mais nous ne le savons pas. Nous les mettons trop devant des écrans de télévision, des jeux vidéo. Nous leur bloquons leur imaginaire. Et c'est tellement dommage. Eh bien, les enfants, même petits, sont capables de raisonner parfaitement et si on leur explique avec des mots, ils vont transmettre aux grands-parents. Par exemple, je voyais récemment une petite qui me disait, moi, mon papa, je sais comment il mastique pas assez. Je dis, comment tu le vois? Alors, elle me décrit sans le savoir la pomme d'Adam. Vous savez que la pomme d'Adam, c'est pas la pomme d'Ève. La pomme d'Adam, c'est nous les hommes, ça se voit plus facilement. Et chaque fois que nous avalons, eh bien la petite avait compris que son père, après 4 mastications, il avalait le morceau. Vous voyez. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous montre une chose, c'est que nous mangeons trop vite. Et manger trop vite, ça vient aussi du fait que nous avons tous du travail. C'est vrai. Les femmes travaillent, c'est une bonne chose. Tout le monde bosse. Et alors, on nous a dit, vous n'avez pas le temps. Et l'industrie agroalimentaire est rentrée dans, je dirais, cette idée-là en disant, mais vous inquiétez pas, ne préparez pas la cuisine, on va tout faire pour vous. Alors vous avez la pizza, vous téléphonez, on vous l'envoie, vous avez le plat qui est tout préparé, vous le mettez au micro-ondes, qui est une catastrophe pour faire cuire les aliments, et vous avez tout préparé, vous n'avez plus rien à faire. Eh bien, tout cela est faux. Il ne s'agit pas de revenir vers nos grands-mères qui faisaient cuire très longuement, souvenez-vous, les aliments. Hein, ça traînait, parfois même elles s'y mettaient la veille. On voit ça au Maroc, on voit ça en Algérie. Et mon épouse, qui est très très branchée là-dessus, le leur dit, vous êtes trop, avec des cuissons trop longues. Et qu'est-ce que vous faites? Vous transformez des fibres, vous transformez votre couscous en sucre rapide. Et ce sucre en excès, vous n'allez pas l'éliminer, sauf si vous êtes diabétique, sauf si vous avez abîmé vos reins. Donc ce sucre en excès, vous allez le stocker où? Dans le foie. Vous allez faire du foie gras. Ça s'appelle une stéatose hépatique pour les spécialistes qui nous écoutent. Or, quand vous avez le foie gras, regardez une noix. Il m'est arrivé d'aller voir un excellent producteur de foie gras en Périgord et je suis allé le voir un jour et à minuit, nous allions nous coucher avec la famille et il me dit, moi, je vais voir mes oies.
Je dis, mais c'est curieux parce que lui, il va voir ses oies à minuit. Et moi, assez souvent, il m'arrivait d'aller voir des malades, des gros patients à minuit pour expliquer aux infirmières ce qu'il fallait faire en cas de ceci ou de cela la nuit. Bon. Alors, je vais voir donc ces oies et je vois ce monsieur éleveur de foie gras qui palpait le foie des oies et il voyait leur fréquence respiratoire et elles étaient épuisées. Épuisées. Il me disait, celle-là, oh là là, demain je vais avoir un bon kilo de foie gras. Celle-là, demain, je vais la sacrifier car vous ne pouvez pas récupérer le foie de l'oie gras si elle meurt. Donc il faut le récupérer avant, il faut donc l'euthanasier. Alors évidemment, quand moi je vais voir les malades, je ne vais pas faire la même chose, hein, mais je vais dire à l'infirmière, regardez, cette patiente qui a été opérée il y a 48 heures du foie, eh bien elle a une fréquence respiratoire trop rapide. Elle devait avoir 20 fréquences respiratoires à la minute et elle a 32. Ça veut dire que par la perfusion, vous lui apportez trop de sucre. Vous êtes en train de lui créer un foie gras. Et ça, c'est pas bon. Les cellules du foie ont besoin de sucre, mais pas trop de sucre. Nous avons des réserves dans le foie pour à peu près 4 jours. Des réserves de sucre dans le foie. Nous avons des réserves de sucre dans les muscles à peu près pour 4 jours. Vous voyez, nous avons une semaine de réserve. Mais il ne s'agit pas d'aller au-delà de la réserve et d'en faire trop. Parce que vous allez voir, c'est très intéressant. Figurez-vous que notre organisme est capable, à partir de 2 grammes, de faire 1 gramme. Alors j'ai un de mes collègues qui me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, je vais t'expliquer, mon gars. Je vais t'expliquer. 1 gramme de sucre, c'est 4 calories. D'accord? Oui. 2 grammes de sucre, ça fait 8 calories. D'accord? OK. Bon, si à ces 2 grammes de sucre, j'ajoute une petite calorie, eh bien, j'ai 9 calories. Eh bien, 9 calories, c'est 1 gramme de gras. Donc, quand je prends trop de sucre, j'en fais du gras. J'en fais du gras dans le foie. Et quand j'ai véritablement, je dirais, trop stocké dans le foie, à ce moment-là, je vais stocker ailleurs. Et stocker ailleurs, excusez-moi, mesdames, mais c'est dans vos seins que vous allez stocker. C'est nous, les hommes, dans le bassin. Et ça augmente les risques de cancer du sein chez les femmes et de cancer de la prostate chez l'homme. Quand récemment, j'ai été appelé d'extrême urgence par un média, je ne sais plus trop lequel, qui m'a dit, voilà, docteur, il y a une statistique finlandaise ou suédoise qui dit que les personnes de haute taille font plus de cancer que ceux de petite taille. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? C'est pas du tout ça. Ce sont les personnes qui ont du surpoids qui font plus de cancer ou de maladies. C'est pas la taille qui fait la maladie. Ce serait vraiment extrêmement inquiétant, évidemment, et ça n'a strictement aucune incidence, la taille. Ce qui est important, c'est le surpoids. Donc, trop de sucre. Et ce trop de sucre, par le sucre industriel, ou bien par ce qu'on appelle le lactose qui est dans les produits laitiers. Et c'est pour ça que j'utilise un mot, vous connaissez tous le mot alcoolisme, eh bien j'utilise un autre mot qui s'appelle le lactolisme. Nous sommes dans une civilisation lactolytique, c'est-à-dire que nous consommons trop de produits laitiers. Le lactose, c'est du sucre, mais il a un pouvoir sucrant qui est faible. Il a un pouvoir sucrant qui est de 0,16, alors que le pouvoir sucrant du sucre de canne, du sucre raffiné que je vais mettre au bout de ma langue, c'est un pouvoir sucrant égal à 1. Égal à 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Au yaourt, j'ajoute du sucre. Au café au lait, nous ajoutons du sucre. Au chocolat au lait, nous ajoutons du sucre. Et du sucre à du sucre. Nous sommes dans une civilisation où il y a beaucoup trop de consommation de sucre. Alors, je n'irai pas jusqu'à l'excès de dire qu'il faut les supprimer complètement. J'ai préfacé un livre d'un de mes collègues américains, David Perlmutter, que j'aime beaucoup, qui est là-bas du côté du sud, pas du sud, non, de la partie moyenne des États-Unis, et qui a fait un livre très intéressant sur les excès. En effet, aux États-Unis, eh bien, qu'est-ce que c'est que le diabète de type 3? C'est l'Alzheimer. C'est l'Alzheimer. C'est-à-dire que quand vous consommez trop de sucre, vous ne consommez pas assez de bons gras, vous n'avez pas assez d'oméga 3, vous n'avez pas assez, si vous voulez, de bon cholestérol, vous vous gavez de sucre. Et ce sucre, vous le stockez malheureusement au mauvais endroit de votre corps et vous êtes fatigué. Et cela va engendrer progressivement eh bien, des troubles au niveau du goût, au niveau de l'odorat, au niveau de la mémorisation, ça c'est très important.
Et cette mémorisation, qui est évidemment le stress de beaucoup de personnes âgées, quand on leur dit « Attention, nous allons avoir 1 million de personnes qui auront un Alzheimer, 80 000 personnes qui ont une maladie de Parkinson. » Et donc, on pousse un peu tout cela par quoi? Parce que vous avez des laboratoires qui essayent de nous refiler des médicaments dans le cadre de la prévention, alors que par exemple pour l'Alzheimer, il n'y a aucun médicament efficace, même s'il y a des journalistes, qui sont spécialisés pour passer à la télévision, pour vous faire croire que ces médicaments sont des médicaments qui sont utiles pour votre mémoire, tout ça c'est du vent, ce sont des journalistes qui sont en réalité chargés de faire la promotion des produits des laboratoires pharmaceutiques, pour être clair. Donc il faut changer les habitudes alimentaires. Par contre, je ne dirais pas la même chose pour le Parkinson. Pour le Parkinson, c'est vrai qu'il y a des médicaments au début qui sont efficaces. Et l'important, c'est de faire le diagnostic précocement de telle façon qu'on puisse aider l'arrêt de la maladie. Mais ce ne sont pas que les médicaments qui vont aider, il faut aussi penser à changer ses habitudes. Je n'ai pas insisté sur un produit important qui est le ballon de vin. Le ballon de vin rouge est utile à la santé. Il y a du resveratrol. Ce resveratrol, c'est un polyphénol antioxydant, anti-vieillissement. Attention aux vins qui ne sont pas bio, parce qu'il peut y avoir trop de sulfite, qui peuvent vous brûler, qui peuvent vous donner mal à la tête, qui peuvent vous donner quelques troubles. Donc, je dirais, allons vers du vin plutôt rouge que blanc, parce qu'il y a plus de fer, parce qu'il y a plus de resveratrol, parce que vous aurez moins de sulfite s'il est issu de l'agriculture biologique ou biodynamique. Et en même temps, il y a un produit très intéressant qu'on appelle la rutine. Et qu'est-ce que c'est la rutine? C'est un polyphénol qui permet la contracture de la musculature de l'intestin et qui évite tout simplement la constipation. Nous vivons dans un monde de trop de personnes constipées. Moi, je le vois en m'amusant quand je suis à la gare, quand je suis à l'aéroport, mais vous le voyez sur le visage des personnes. Vous avez du stress, vous avez de la constipation, vous avez du ballonnement, vous voyez, et tout ça, eh bien, ce sont des habitudes alimentaires qui sont trop dépendantes des médias. Et c'est pour cette raison que les réseaux sociaux ont aujourd'hui pris une valeur formidable, parce qu'on peut s'adresser aux gens sans aucune publicité, sans passer par la recherche de pousser tel ou tel médicament. Il faut aider les gens à manger mieux et meilleur, et ils seront mieux dans leur tête, mieux dans leur corps, mieux dans leur être global. Tout à fait, absolument, docteur. Et parmi tous vos précieux conseils, quelle serait la mesure numéro 1 que nous devrions prendre tout de suite dans notre vie? La première chose que je ferai, je me poserai la question, qu'est-ce que je prends comme produits végétaux? Et je dirais, deuxième chose proche, des végétaux frais de saison. Est-ce que je prends des laitues, des salades? Est-ce que je prends des fruits frais de saison? Combien j'en prends? Quand vous interrogez les gens, eh bien, ils vous disent, oh ben, j'en prends, alors pour vous faire plaisir, ils me disent, j'en prends 2. Mais 2 par quoi? Par petit déjeuner? Ah non, docteur, j'en prends 2 dans la journée. Bon, ça veut dire qu'ils m'ont fait plaisir en disant 2, j'en prenne 1. Vous voyez? Non, il faut prendre beaucoup plus. Alors, le problème, c'est que vous n'avez pas la possibilité de faire de la publicité sur les télés. Pourquoi? Parce que l'agriculteur biologique, il vit à peine de son travail. Il n'a pas de l'argent à mettre dans la publicité. Par contre, quand vous pensez les milliards qui sont utilisés pour faire la publicité, en particulier des produits laitiers, ça, c'est évidemment extrêmement abusif. Et c'est pour ça que je dis, posez-vous la question, est-ce que vous suivez les publicités de la télévision? Est-ce que vous suivez les publicités des radios? Quand vous pensez, par exemple, que les Jeux olympiques sont soutenus par Coca-Cola, je vous raconte quelque chose d'intéressant. J'étais il y a quelques années au Brésil et invité par la très grande chaîne TF1 qui était Globo. C'était du direct. Et c'était sur l'alimentation, j'avais 1 heure à pouvoir dialoguer avec un journaliste. Et au début, on me dit, voilà, M. Joyeux, vous avez parole libre, il n'y a qu'une chose, vous ne pouvez pas parler du Coca-Cola. Je dis pourquoi? Ah non, non, vous ne pouvez pas. Bon, vous savez, moi, quand on me dit ça, c'est le meilleur moyen pour que j'en parle. Et donc, à la fin de l'émission, arrive je sentais qu'il restait encore quelques minutes, j'amène le Coca-Cola et l'émission s'est arrêtée aussitôt.
Alors je dis, mais pourquoi vous avez arrêté l'émission? Ben, parce que vous avez parlé du Coca-Cola, on vous avait dit de ne pas en parler. Ah oui, mais j'ai oublié. Mais pourquoi quand même je ne peux pas parler du Coca-Cola? Parce que l'émission est sponsorisée par Coca-Cola. Vous comprenez? Vous savez, il faut avoir aujourd'hui de bonnes lunettes pour observer notre société, pour observer les hommes et les femmes politiques qui sont parfois très liés à des lobbies, y compris au niveau européen. On le voit au niveau européen et j'admire mon jeune, je dirais mon jeune collègue, il est avocat, il n'est pas médecin, mais Augustin Delivoye qui a lancé cet institut pour la protection de la santé naturelle. J'admire Santé Nature Innovation qui sont du côté de Lausanne parce qu'ils font un travail absolument colossal de qualité et qu'ils font passer des informations. Regardez par exemple la pétition que j'ai lancée dans le courant je crois que c'était fin mars, sur le problème de l'arnaque des vaccins. Quand on veut vacciner tous les gosses avec un vaccin hexavalent, nous arrivons à pas loin de 765 000 personnes qui ont signé la pétition. La ministre a dit qu'il va y avoir un véritable débat très bien, mais le problème, c'est qu'elle a déjà donné la réponse au débat. Vous voyez, elle a donné la réponse au débat, c'est-à-dire la vaccination ne se discute pas. Eh bien, madame, je suis désolé, la vaccination se discute. Je ne discute pas la vaccination contre diphtérie, tétanos, polio, qui est obligatoire. Je suis un citoyen respectueux de la loi, mais par contre, vacciner un enfant de 2 mois, de 3 mois, avec les répétitions, c'est-à-dire les rappels contre l'hépatite B, c'est se moquer de la santé des enfants. Car le système immunitaire d'un enfant n'est pas fait avant 1000 mois, avant 1000 jours, 1000 jours après sa conception. C'est-à-dire, vous comptez le temps de la grossesse, 270 jours, vous ajoutez 2 années, évidemment chacune de 365 jours, et vous tombez sur 1000 jours. Eh bien, le système immunitaire d'un enfant n'est pas fini avant 1000 jours. Trouvez-vous normal qu'un médecin qui vaccine 20 enfants a une prime de 140 €? Trouvez-vous normal qu'un médecin qui, en fin d'année, a bien vacciné, a bien traité les diabétiques, a bien traité les hypertendus, a bien donné des statines comme il faut, qu'on lui donne une prime de 6 000 € en fin d'année? La sécurité sociale, alors qu'elle est en déficit, et je ne dis pas ça contre la sécurité sociale, je veux au contraire la protéger, parce que c'est un système fabuleux. Quand vous pensez que la ministre sort 536 millions d'euros, ça veut dire un demi-milliard, pour vacciner 10 millions de personnes de plus de 65 ans, j'en fais partie. Je n'ai pas besoin d'être vacciné contre la grippe. On ne meurt pas de la grippe. On meurt des complications de la grippe si on est en mauvais état de santé. Je suis en bonne santé. Si je fais une grippe, aucun problème. Je laisse le vaccin à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, vous avez les réfugiés qui arrivent dans des états de santé déplorables. En Allemagne, en France, ils n'ont pas osé le dire. L'état de santé déplorable, avec de la diphtérie, avec du tétanos, avec de la polio, avec de la syphilis, avec des maladies qui peuvent rentrer dans notre pays, et ceux-là ont vraiment besoin d'être vaccinés. Et c'est pour cette raison que je dis aux jeunes étudiants en médecine, aux jeunes étudiants en pharmacie, kinésithérapie, naturopathes qu'il faut reconnaître, ostéopathes qu'il faut reconnaître, je dis que tous ces jeunes passionnés par la santé, il faut qu'ils donnent 6 mois de leur vie au contrôle de la santé de ces réfugiés gratuitement, et qu'à partir de là, on puisse effectivement utiliser l'argent que l'on va gaspiller pour au moins 8 millions de personnes qui n'en ont pas besoin, et que cet argent-là soit utilisé pour les vaccins de ceux qui en ont vraiment besoin. Vous savez, aujourd'hui, dans les maisons de retraite, il y a un véritable marché. On veut vacciner tout le monde contre le zona, on veut vacciner tout le monde contre la grippe. Certains en ont besoin, je ne le nie pas, mais par tous. L'acte vaccinal est un acte médical. C'est un acte qui responsabilise celui qui le décide, celui qui le fait, et qui responsabilise aussi le laboratoire qui prépare le lot de vaccins. Je suis totalement opposé à l'aluminium, qui est un adjuvant qui ne doit pas être dans les vaccins. Sanofi Pasteur, je suis certain qu'ils sont en train de m'écouter, ainsi que GSK, qui sont les 2 plus grands laboratoires, mais il y en a d'autres dans le monde, au nombre de 5. Ils savent très bien
fabriquer les vaccins sans aluminium. Je leur demande, au nom de tous ceux qui ont signé cette pétition, de préparer enfin ce seul vaccin obligatoire en France, DTP, contre la diphtérie, le tétanos et la polio, sans aluminium. Et que, d'autre part, le calendrier de vaccination implique d'une manière claire et nette les mamans qui allaitent leur enfant. Quand une maman allaite son enfant, comme le conseille l'Organisation mondiale de la santé, 6 mois intégralement, plus matin et soir pendant une année, c'est l'idéal pour la santé immunologique de l'enfant. Il n'a pas besoin d'être vacciné, sauf si sa maman est en mauvaise santé, si elle est porteuse du virus de l'hépatite B. Et combien sont-elles? Et elles le savent bien. Donc tout le monde n'a pas besoin d'être vacciné. Et ce petit qui sera allaité par sa maman pendant 6 mois intégralement, plus pendant 1 an matin et soir, il est couvert pendant 2 ans. Je sais bien que j'ai des pédiatres qui se révoltent quand je dis ça, mais ça m'est égal. Ça m'est égal parce que je leur rappelle que le système immunitaire d'un enfant, il faut le laisser se construire. Il se construit parce qu'il naît par les voies naturelles de sa maman. Il se construit parce que sa maman va l'allaiter. Et là, je demande aux politiques qui nous écoutent que les mamans de demain, qui font le choix de l'allaitement maternel pendant 6 mois, elles puissent effectivement ne reprendre leur travail qu'au-delà de ces 6 mois. Économie de crèche, économie de bronchiolite, économie de maladies dans les crèches. Et en plus, expliquez-moi comment un enfant qui ne serait pas vacciné, qui rentrerait en crèche avec des enfants vaccinés, comment cet enfant non vacciné peut-il donner la maladie à des enfants vaccinés qui sont en crèche? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Là, les laboratoires pharmaceutiques ont créé cette véritable arnaque en faisant tout simplement qu'avec un vaccin à 6 valences, que vous payez 7 fois plus cher, vous passez de 7 euros à quasiment 49 euros. Alors on vous dit, mais c'est pris en charge par la Sécu. Ce n'est pas totalement vrai. C'est pris en charge à 60, 65%, ça dépend. Mais le reste, c'est à votre charge. 7 fois plus cher. Tout ça, c'est une arnaque. Et je sais très bien que j'ai une confiance totale, mais totale, dans les laboratoires pharmaceutiques qui sont capables de comprendre qu'est-ce que c'est que la santé des enfants, qu'est-ce que c'est que la santé des adultes. Donc, je leur fais confiance et je leur donne un certain temps pour fabriquer tout ça. Les chaînes sont en place pour le fabriquer, aucun souci. En l'espace de 6 mois, les pharmacies pourront recevoir les vaccins que les papas et les mamans attendent dans toutes les pharmacies de France et je dirais même d'Europe. J'étais récemment en Belgique et j'ai des amis qui sont en Allemagne, qui m'en ont parlé. En Italie ou en Espagne se posent les mêmes problèmes. C'est un problème européen, c'est un problème mondial et c'est pour cette raison, étant très attaqué par les médias, parce que vous avez des médias qui sont soutenus par l'État. Hein. Par exemple, le journal Le Monde reçoit 15 millions d'euros par an de l'État. C'est notre argent à nous, à moi. C'est l'argent du peuple, c'est l'argent de nos impôts. Quand vous voyez que le Figaro reçoit un peu moins que Le Monde et d'autres journaux que je n'ai pas en tête, bon, tout ça, évidemment, ils m'ont fait passer pour un anti-vaccin. Et c'est pour ça que j'ai le Conseil de l'Ordre, mais j'ai des amis du Conseil de l'Ordre qui me suivent. J'en ai vu récemment 2 dans la région parisienne, extrêmement intéressants. Figurez-vous que ces 2-là me disent, mais tu es complètement malade. Qu'est-ce que toi, tu es contre les vaccins? Je ne dis pas du tout. Je ne suis pas contre les vaccins. Est-ce que tu as lu la pétition? Et ces 2 me disent, mais où est-ce qu'on peut la trouver, ta pétition? Ben, tu as qu'à aller sur Internet, tu tapes pétition vaccin, tu n'as même pas besoin de taper mon nom, tu lis la pétition, et à mon avis, si tu la lis, tu vas la signer. Parce que tu verras que je ne suis pas contre les vaccins, mais que c'est une arnaque des laboratoires pharmaceutiques, comme cela se passe avec bien d'autres produits. Justement, docteur, qu'est-ce qu'on nous cache aujourd'hui? Que se passe-t-il dans le monde à vos yeux? Je pense qu'on nous cache des choses, mais il y a un réveil. J'ai une grande confiance, si vous voulez, dans le fait que, par exemple, vous avez remarqué qu'un agriculteur est arrivé à gagner contre Monsanto, c'est-à-dire David contre Goliath. Bon, le peuple est beaucoup moins idiot que le pensent les politiques. Le peuple est intelligent. Il a une espèce de conscience de fond. Une maman sait pour son enfant ce qui est bon. Voyez,
Et je crois qu'il faut davantage faire confiance à l'intuition. Les intuitions, elles ne sont pas chez les grands chercheurs des labos qui cherchent à créer des maladies. Vous voyez, vous dormez pas bien, somnifère. Vous êtes un peu anxieux, anxiolytique. Vous avez un peu de déprime parce que au travail, on vous a agressé, antidépresseur. Et ça, c'est l'intérêt des labos. Eh bien, le grand public le sait. Et je tiens, madame, à vous remercier très chaleureusement parce que vous me permettez, je crois, de parler à 5 ou 10 000 personnes. Eh bien, ces 5 ou 10 000 personnes vont retransmettre, j'en suis sûr. Elles vont retransmettre dans leur famille, dans leur travail. Et ce n'est pas mon nom qu'elles doivent retransmettre, c'est les conseils que je donne. C'est ces conseils-là, je pense qu'il y a un réveil dans notre société qui est plus présent, à mon avis, en Europe qu'aux États-Unis. Moi, aux États-Unis, j'y vais assez souvent, mais alors là-bas, je vais vous dire, il y a un énorme travail d'information à faire passer. Les lobbies sont hyper puissants. Il y a énormément de publicité sur les télévisions et qui fait que les émissions sont très sponsorisées. En France, elles le sont peut-être un peu moins. Les gens regardent moins la télévision, vont davantage sur Internet, sont capables de surfer pour aller rechercher des informations de qualité. Parfois, ce n'est pas facile, mais grâce à des soirées comme celle-là que vous nous permettez d'avoir, et pour moi c'est facile, je suis à mon bureau à la maison, eh bien je suis très heureux de pouvoir faire passer des messages de santé au plus grand nombre. Donc on nous cache des choses, mais les gens sont capables de soulever sous les tapis pour voir la poussière et pour trouver les bonnes choses. Absolument, et c'est ce qu'on appelle des éveilleurs de conscience, et vous en faites partie justement, Voilà, docteur. voilà. Et joyeusement, vous voyez, quand on m'agresse, je reste joyeux. Je pense qu'on peut dire des choses avec un petit peu d'humour, des choses sérieuses. Vous voyez, hier, je voyais une dame qui est venue me voir comme ça à la maison, très inquiète parce qu'elle est dans un état incontestablement sérieux. On ne peut pas le lui cacher, mais elle a un peu reçu des informations de mes collègues médecins beaucoup trop négatives. Beaucoup trop négatives. On a aggravé son anxiété. Alors, quand vous avez de l'anxiété comme ça qui est aggravée, vous réduisez l'immunité de la personne. Alors qu'il faut lui dire, mais non, vous allez vous en sortir, et je vais vous donner des conseils, et l'anxiété que vous avez, il faut que vous me la donniez, parce que moi je suis un buvard qui va pomper votre anxiété pour vous aider à changer peut-être vos comportements, à mieux dormir. Elle me disait à 5 heures du matin, je suis réveillé, puis alors c'est en boucle dans ma tête. Bon, eh bien, je vais lui donner des conseils, pas de prendre des médicaments, mais peut-être des tisanes. Et puis je lui donne, s'il faut, mon téléphone ou mon email, si elle est trop inquiète, qu'elle puisse m'appeler. Voyez, et j'ai pu parler avec son conjoint qui a parfaitement compris la situation aussi et qui va l'aider de telle façon qu'elle puisse avoir des comportements de santé et pas des comportements d'anxiété qui poussent je dirais, finalement, à aller vers les addictions parce qu'on est stressé, alors on prend des gâteaux, on prend du sucré, on prend une compote. Vous voyez, non, il faut faire attention à comment, si vous voulez, notre état psychologique peut nous conduire vers la santé ou inversement vers la maladie. Absolument. Aujourd'hui, j'accompagne des chefs d'entreprise et on se rend compte qu'ils sont confrontés justement à tout ce qui est ce qu'on appelle des maladies socio-culturelles, le burn-out, le Exact. stress, la fatigue intense. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces gens-là? Eh bien, écoutez, figurez-vous, mardi dernier, j'étais à Angers et j'ai parlé à un amphi de 300 chefs d'entreprise. Ils étaient un peu stressés parce qu'ils avaient un peu peur, certains me l'ont dit après, de se faire engueuler parce qu'ils mangent sur le coin d'une table, ils sont débordés de travail et puis ils sont sous pression. Hein, vous voyez. Alors, moi, ce que je leur ai dit, c'est d'abord, regardez un peu votre restauration collective. Votre restauration collective, où se situent les produits végétaux, où se situent les fruits. Regardez le temps que vous prenez pour manger. Hein. Le sandwich, c'est fini, ça c'est bon quand on traverse les océans et qu'on n'a que ça, qu'on a que ça à manger. Bon, donc, si vous voulez, je les ai fait à la fois rire et prendre conscience que les habitudes alimentaires qu'ils ont et qu'ils font passer à leurs propres collaborateurs sont à la source de ce que vous avez très bien dit, le burn-out. Parce que quand vous êtes sous pression permanente, eh bien, vous mangez en travaillant. Vous voyez. Alors que quand on mange, on doit partager le repas avec une personne, agréable ou pas agréable, peu importe. Mais on va parler de ce que l'on mange
et pas du travail, et pas du dernier mail, et pas de la dernière décision à prendre. D'autant que quand on est en burn-out, on prend les mauvaises décisions. Quand on mange mal, on risque de prendre les mauvaises décisions. Et ça aussi, ce sont des données qui sont très importantes. Je pense que les chefs d'entreprise aujourd'hui, il faut les aider, voyez, à avoir des comportements de santé en dehors de leur propre travail, hein, qui est extrêmement respectable et important, parce qu'ils créent de l'emploi, ils créent des produits, etc., etc. Mais il faut leur dire, n'oubliez pas d'avoir votre fruit, votre légume. Je me souviens un jour, ma secrétaire, je vais chercher dans son bureau, elle n'était pas là, elle était à la cafétéria, je vais chercher une enveloppe. Et puis, qu'est-ce que je vois dans son tiroir où il y avait des enveloppes? Je vois taille fine. Taille fine. Alors, je sors un paquet de biscuits sur lequel il y avait écrit taille fine avec du chocolat. Et puis, ma secrétaire arrive et j'avais son paquet de taille fine dans la main. Alors, elle devient un peu rouge, vous voyez, un peu gênée. Alors, je lui dis, vous voulez avoir taille fine, n'est-ce pas? Elle me dit, monsieur, j'en rêve. Et la pauvre, elle était un peu loin d'avoir la taille fine. Ben, je lui dis, si vous continuez à consommer ça, vous n'aurez jamais la taille fine. Ça, c'est du sucre, ça, c'est du gras, avec du chocolat, etc., en excès. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut tout simplement une pomme. Pomme du matin, éloigne du médecin. Eh bien, il m'est arrivé de revenir dans le bureau de ma secrétaire chercher des enveloppes et j'ai trouvé pomme, kiwi, banane, vous voyez, elle a compris. Et sa taille est devenue fine, tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas si difficile que ça. Alors évidemment, ce n'est pas que la pomme ou le kiwi qui donne la taille fine. Mais je veux dire, et je veux insister là-dessus, les chefs d'entreprise, vous avez tout à fait raison, madame, il faut les aider à manger mieux et meilleur. Et quand ils sont en train de prendre un bon repas, c'est pas pour prendre 3 verres de vin, un rouge, un blanc, un apéritif et à la fin ce qu'on appelle un pouce-café. Ça, c'est bon quand tu as un mariage, quand tu as une belle fête familiale, etc. Et le problème des chefs d'entreprise, parfois, c'est qu'ils ont tendance, dans les négociations, à payer de très bons repas, etc. Ça, c'est dangereux, hein, parce que c'est comme ça qu'ils se feront avoir. Il vaut mieux avoir un peu de frugalité, vous voyez, ne pas oublier de prendre son miel, sa propolis, sa gelée royale au petit déjeuner, ce que j'appelle l'énergie vitale. Et de l'énergie vitale, vous avez chez Secret de Miel dans le centre de la France, chez Happy Map dans ma région, vous en avez d'autres qui font de l'énergie vitale là-bas en Midi-Pyrénées, en Aquitaine, bon, qui font des produits formidables. Et je pense qu'avec des conseils comme cela, eh bien, nous aurons moins de burn-out et des chefs d'entreprise qui seront plus joyeux. Et ça me fait plaisir de leur faire passer tout simplement ce qui est un peu de ma génétique. Quand je suis fatiguée, docteur, je réduis mes défenses immunitaires. À votre avis, Oui. pourquoi? C'est-à-dire que vous réduisez vos défenses immunitaires parce que vous avez d'abord la fatigue qui peut être une aggravation de votre stress. Donc, vous allez sécréter au niveau des surrénales des corticoïdes. Des corticoïdes en excès. Si vous êtes fatigué et que vous avez de la douleur, vous allez prendre un antalgique. Cet antalgique, évidemment, il va passer à travers le foie. Les antalgiques, je ne vais pas vous donner les noms des médicaments, mais ils passent tous à travers le foie. Et si vous en prenez trop, vous allez avoir les enzymes du foie qui vont monter. Ça s'appelle les gamma-GT. Alors, ces enzymes montent, c'est le foie qui vous dit « tu m'intoxiques ». C'est ça que ça veut dire. Bon, quand on est fatigué, il faut savoir bien dormir. Il faut savoir manger, mais en espaçant les repas. Il ne s'agit pas de se gaver. Vous savez, quand malheureusement les gens à l'époque rentraient des camps de concentration et qu'ils étaient extrêmement dénutris et hyper fatigués, on leur a dit, attention, il faut reprendre l'alimentation progressivement. Ça, c'est très important à retenir. C'est progressif. C'est pas je vais me gaver et je vais être en pleine forme. C'est pas une bonne idée. Donc, quand on est fatigué, les surrénales sont à plat. On a froid au bout des doigts, froid au bout des pieds, on est un peu frileux. La thyroïde fonctionne mal. Alors, j'ai des collègues qui vont dire, allez, prenez, madame, une hormone thyroïdienne. Ils vont vous créer peut-être une hyperthyroïdie, ce qui est excessif. Non, vous allez prendre pour la thyroïde de l'iode. L'iode, vous l'avez dans les poissons et dans les fruits de mer. Voyez. Donc, vous allez orienter votre alimentation un petit peu en fonction de votre fatigue. Vous allez, si vous avez des difficultés, de la fatigue pour mastiquer, bien vous prendrez un extracteur de jus et vous aurez un jus de fruits.
un jus de légumes. C'est ce que je conseille, par exemple, chez quelqu'un qui doit avoir un traitement de chimiothérapie. Eh bien, je conseille un jeûne 2 jours avant la chimio, le jour de la chimio, le lendemain sur 4 jours. Bon, vous ne forcez pas votre tube digestif. Vous prenez des fruits, des légumes, mais sous forme liquide, sans avoir les fibres à digérer. Vous voyez, vous allez adapter. Alors, quand vous avez la fatigue aussi, eh bien, vous avez une difficulté d'idéation, une difficulté d'imagination. Vous avez du travail, et ben, vous avez la tête qui tombe, vous avez, ben, ça veut dire qu'il faut aller se reposer. Il ne faut pas avoir peur de faire la sieste. J'ai un de mes amis qui a écrit un bouquin sur la sieste au travail. Alors, il ne s'agit pas d'aller dormir au travail, mais il y a des moments peut-être après un repas, surtout s'il est trop lourd, si vous avez trop mangé, si vous êtes fatigué, où la sieste peut être utile. Vous voyez, ce sont des comportements de vie qui ne sont pas simplement notre alimentation, mais il y a aussi les choses qui sont autour de nous. Une chose intéressante, mais il faudra faire un webinaire là-dessus, sur le fonctionnement de notre tube digestif. Vous savez, vous avez un livre qui est formidable, qui s'appelle, je ne sais plus exactement son titre, mais c'est le charme de l'intestin. C'est très joli, c'est très intéressant. Ça permet aux gens de mieux comprendre le problème du microbiote intestinal. Voyez, parce que la sortie digestive, elle vous dit l'entrée. Elle vous dit l'entrée. Si vous avez de mauvaises entrées, vous aurez une mauvaise sortie. C'est un peu comme un tuyau d'échappement de voiture. On dit qu'il pète noir. Ben, ça veut dire qu'au niveau du carburateur, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, eh bien, c'est un peu la même chose de bien comprendre le fonctionnement de notre tube digestif parce que c'est lui qui va être à la base de mon immunité, parce que c'est lui qui va répartir les aliments vers les différents organes, vers mon cerveau, vers mes muscles, vers mon état respiratoire, vers mes reins pour filtrer. Vous voyez, c'est pour cette raison que la connaissance de l'anatomie du fonctionnement de notre corps, comme le fonctionnement de la physiologie, hein, c'est-à-dire comment fonctionne mon système immunitaire, mes globules blancs, comment fonctionnent mes globules rouges et ma circulation sanguine. Par exemple, je pose la question à l'étudiant, parle-moi des 3 cœurs. Alors il me regarde, il me dit, monsieur, mes 3 cœurs, on n'en a qu'un seul. Ou alors vous voulez dire qu'il y a le cœur droit et le cœur gauche. Non, ça c'est la politique, droite et gauche. Non, oui, tu as un cœur droit qui envoie le sang rouge, un cœur gauche qui envoie le sang rouge à chaque seconde, et puis tu as un cœur droit qui reçoit le sang bleu, hein, qui va être oxygéné par les poumons. Mais il y a 2 autres cœurs en plus du cœur dans le thorax. Alors où est-il? Et l'étudiant en médecine l'a oublié. Ben, je lui dis, tu les as sous les pieds. Sous les pieds. J'ai un cœur sous les pieds. Ben oui, ça s'appelle le cœur plantaire. Ce cœur plantaire qui est sous nos pieds, c'est très intéressant, c'est une semelle veineuse assez épaisse, de lac veineux, qui fait que quand vous marchez, eh bien vous devez appuyer le pied par terre pour faire remonter le sang vers le cœur. Si vous traînez les pieds, comme font parfois les vieux, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas assez de sang qui revient vers le cœur, insuffisance cardiaque. Vous allez voir le cardiologue qui va vous donner un traitement, alors qu'il ferait mieux de vous dire marchez, monsieur ou madame, comme un soldat tchécoslovaque, en appuyant fermement sur les pieds. Et ça me rappelle une conférence que je donnais à des maisons de retraite, où à la sortie, c'était fabuleux, parce que les vieux sortaient tous en tapant à fond sur leurs pieds pour faire fonctionner leur cœur plantaire. Vous voyez, ce sont des choses simples, mais tellement merveilleuses. Notre corps est véritablement fait pour notre santé, pour être centenaire, la tête sur les épaules et les pieds dans les bottes. Alors, quelles sont aujourd'hui les questions qu'on vous pose le plus souvent, que ce soit à votre cabinet ou dans vos conférences, et quelles sont vos réponses? Alors, docteur, j'ai eu un cancer, j'ai compris qu'il fallait que je change mes habitudes alimentaires. Comment je fais? Alors, je leur demande de m'expliquer leur petit déjeuner, leur repas de midi, leur repas du soir. On voit bien qu'il y a des anomalies. Bon. Vous avez également énormément de questions, ça c'est par mail, des mamans sur les vaccins. J'en ai du Canada récemment, une maman me disait, je suis à 23 semaines de grossesse, je vais donc bientôt accoucher, et quand j'ai regardé ce qu'on m'a proposé à mon petit pendant les 2 premières années de vie, je suis effrayé pour les vaccins. Et elle ajoutait, je vais allaiter mon bébé, 6 mois, et puis je l'allaiterai encore 1 an. J'ai dit, madame, je lui ai répondu, pas besoin de vacciner votre enfant pendant 2 ans.
sauf si vous avez une hépatite B ou si vous êtes malade. Je ne sais pas quel est l'état de santé de cette patiente, bon, de cette personne. Bon. Alors, vous avez également beaucoup de questions concernant le problème de l'activité physique. Et là, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est important. Il est sûr que l'activité physique est utile déjà pour transformer ce qu'on appelle nos neurotransmetteurs négatifs en neurotransmetteurs positifs. Bon, j'ai écrit un livre avec un journaliste international que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dominique Vialard. Je pense que certainement il est en train de nous écouter et je le salue en même temps. Il est à Malte. Et avec Dominique Vialard, nous avons fait un gros travail sur tout savoir pour éviter Alzheimer et Parkinson. Bien. Eh bien, ce qui est intéressant à comprendre, si vous voulez, c'est que notre alimentation va être, et notre activité physique vont être des éléments essentiels de la formation de nos neurotransmetteurs, qu'on appelle aussi des neuromédiateurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons à peu près 100 milliards de neurones là-dedans. 100 milliards de neurones. L'abeille en a 1 million, vous voyez? Mais elle n'est pas idiote, hein, l'abeille, avec 1 million. Bon. Eh bien, avec nos 100 milliards de neurones, nous avons des connexions entre les neurones qu'on appelle les synapses. Appelons ça articulation entre les cellules nerveuses. Et ces articulations entre les cellules nerveuses, c'est très intéressant, fabriquent des neuromédiateurs, des neurotransmetteurs. Eh bien, vous avez des neuromédiateurs du stress, adrénaline, je vous angoisse, des neuromédiateurs du sommeil, la sérotonine, des neuromédiateurs de la pacification, être apaisé, l'acétylcholine, ceux par exemple de l'allergie, l'histamine, ce sont des neuromédiateurs. Et quand par exemple, le samedi, j'ai décidé que demain dimanche, je vais avoir une bonne activité sportive. Et il s'avère que le lendemain dimanche, quand je me lève, oh, je trouve que je n'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai quand même décidé d'y aller. Alors si j'ai décidé d'y aller, ben, il faut y aller. Et si j'y vais, c'est formidable. Parce que la petite angoisse, le petit état un peu dépressif que j'avais peut-être, qui faisait que je serais bien resté au lit, eh bien, quand je vais partir, je vais transformer des neurotransmetteurs qui étaient un peu ceux de la petite déprime, de j'en ai assez, je suis fatigué, je vais les transformer en l'espace de 15 à 30 minutes en des neuromédiateurs positifs de la créativité, du bonheur, de la joie, de la transmission. Ça, c'est fabuleux. Donc, ça veut dire, voyez-vous, que l'activité physique est importante. Parce que quand vous avez une activité physique, ben, vous allez réduire votre masse grasse et vous allez augmenter votre masse musculaire. Vous allez maintenir votre squelette. Vous avez quel âge? Bon, telle personne, monsieur, j'ai 60 ans. Bon, ben, vous avez refait votre squelette 6 fois. Ah bon, j'ai refait mon squelette 6 fois? Ben oui, parce que nous avons des cellules osseuses qu'on appelle des ostéoblastes. Celles-là construisent de l'os, construisent du système osseux, et des ostéoclastes, celles-là, elles détruisent. Et il y a un équilibre. Tant que vous êtes en adolescence, ben, vous avez de la croissance avec plus de blastes que de clastes. Et puis, quand nous allons vieillir, eh bien, c'est plus de clastes que de blastes. Ben, si vous voulez moins vieillir, faites, bougez-vous. Et en vous bougeant, en ayant une bonne activité physique, vous allez garder, vous allez stimuler la formation de votre système osseux. Donc, vous maintenez votre système osseux, pas d'ostéoporose, alors que là encore, il y a une grande arnaque. J'ai un ami rhumatologue qui est formidable à Grenoble, je vous donne son nom, parce que vraiment, ça vaut la peine. Il vient de sortir un bouquin qui s'appelle, que j'ai préfacé, qui s'appelle Ostéoporose, mythe ou réalité. C'est un mythe. C'est un mythe pour des personnes en bonne santé. C'est une réalité pour des personnes qui passent 5 heures par jour devant la télévision. Parce qu'ils vont se décalcifier. Mais celui qui a une bonne activité physique, une bonne alimentation, celui-là, je n'ai pas de souci. Il n'aura pas d'ostéoporose. Vous voyez? Donc, mythe ou réalité, c'est un mythe. Réalité pour un tout petit nombre de personnes. Mais on cherche maintenant à donner un traitement contre l'ostéoporose, soi-disant, à toutes les femmes qui arrivent à la cinquantaine. Et puis, comme on en trouve qu'il n'y en a pas assez, on va le donner à tous les hommes qui arrivent, eux, à 55 ans parce qu'ils font l'ostéoporose un petit peu plus tard. Tout ça, c'est de l'arnaque des laboratoires, ceux dont vous parliez tout à l'heure, en disant où est la méfiance? Où est la méfiance? Eh bien, aujourd'hui, on est obligé de faire confiance, je dirais, beaucoup à son bon sens. Voyez? Est-ce que le vieillissement est une maladie? Je réponds non. Est-ce que l'ostéoporose est une maladie? Je réponds oui. Mais puis-je l'éviter? Oui, par mon alimentation et par une bonne activité physique. Est-ce que la déprime est une maladie? Non.
On a tous des moments de dépression, d'inquiétude, etc. Bon, c'est pas parce que j'ai un petit peu d'état dépressif ou d'inquiétude que je vais prendre un médicament. Je vais aller au cinéma, je vais parler avec quelqu'un, je vais prendre un bon bouquin, je vais écouter du Mozart ou du Beethoven ou bien une autre musique qui me plaît, et tout ça, ça va partir. Je vais changer mes neuromédiateurs, voyez. Et ce sont des choses qui sont tellement simples, tellement belles, qu'on a vraiment envie de le transmettre. Et en tant qu'homme de santé qui connaît malheureusement bien toutes ces maladies, que ce soit le cancer ou les maladies auto-immunes, eh bien, j'ai compris aujourd'hui que le grand public, ce n'est pas la maladie qui l'intéresse, c'est la santé. Et notre collègue Kousmine en Suisse, pour les Suisses qui nous écoutent, j'ai fait un film avec elle, Catherine Kousmine, qui était en avance, très en avance sur le temps de son époque, avec mon collègue Jean Seignalé, hein, qui nous écoute de l'au-delà, hein, parce que moi je crois qu'on ne peut pas terminer notre vie simplement sur la Terre, mais il y a certainement un monde invisible, mais ça c'est un autre sujet, mais qui est également passionnant. Je crois très profondément que nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux, pour être dans le bonheur et pas dans la maladie. Ça ne veut pas dire que quand il y a un cancer à tel ou tel endroit, il ne faut pas le soigner. Bien sûr qu'il faut le soigner. Je ne suis pas pour les gourous, je ne suis pas pour imposer les mains. Je suis pour opérer quand il faut opérer, faire des rayons quand il en faut, faire de la chimio quand c'est nécessaire. Et je sais combien ça peut être fatigant, stressant, angoissant, mais donnez-nous cette angoisse à nous médecins, à nous cancérologues, et nous serons là pour vous aider, pour aller davantage vers la guérison et éviter les récidives. Nous arrivons au terme de cette magnifique conférence, docteur. Si vous aviez un seul message à faire passer ce soir, quel serait-il? Ben, diffusez ce webinaire, je ne sais pas de quelle façon, mais diffusez-le et regardez-le en famille. Voilà. Je ne pense pas avoir dit des choses méchantes ou qui vont faire pleurer. Je pense avoir dit des choses qui me paraissent de bon sens, qui font partie de mon expérience de la santé. Et j'ai eu un grand plaisir à vous parler à vous tous, ce que je ne vois pas. Et je crois que vous me voyez. Bon, eh bien, essayez de diffuser ça autour de vous, parce que si vous diffusez, eh bien, il y aura moins de malades, vous irez moins dans les hôpitaux, vous irez plus voir de beaux films, vous irez peut-être au théâtre, vous irez faire du sport, vous irez à la plage, à la montagne, dans la forêt, et vous trouverez plus de bonheur en famille. Nous allons terminer sur ces belles paroles. Mille merci, professeur. Je vous souhaite plaisir, madame. une très, très belle soirée et je vous remercie infiniment. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis.